Léa Dubois adossa sa silhouette contre la brique rugueuse de son renfoncement attribué, observant les couloirs du lycée Saint-Exupéry se vider lentement de leurs élèves qui se précipitaient vers leur car tant attendu. Son blouson ample engloutissait sa frêle personne, les manches longues dissimulant des doigts qui tremblotaient légèrement tandis qu'elle bataillait avec son casier à code. Dépassant à peine le mètre 50, avec d'épaisses lunettes glissant constamment sur l'arête de son nez, elle s'était entraînée à disparaître dans les couloirs animés de l'un des établissements scolaires les plus fréquentés de Paris. Elle avait emménagé à Saint-Exupéry il y a 2 trimestres, après que son beau-père eut accepté un poste à l'usine d'ingénierie voisine, laissant derrière elle le confort familier de sa petite école à la campagne, dans le Jura. Ici, parmi plus de 3000 lycéens, Léa se sentait comme une ombre errant dans les couloirs. Son accent, résonnant encore du parler décontracté de la campagne, attirait l'attention d'une manière qu'elle souhaitait ardemment éviter. Les autres élèves semblaient posséder une assurance qu'elle n'avait jamais trouvée. Leurs vêtements de marque et leurs plaisanteries faciles, dressant un mur invisible qu'elle ne pouvait escalader. À l'insu de tous, Léa avait passé les 7 dernières années à pratiquer le judo sous la direction de sa grand-mère de retour au village. Mamie Babette, ancienne formatrice à l'école de police, s'était installée dans le Jura après sa retraite et avait pris plaisir à enseigner à sa petite fille timide les anciens mouvements de défense. Dans cette vie, petite guerrière, expliquait-elle lors de leur séance dans sa grange aménagée, les gens te jugeront mal à cause de ta taille, de ton air docile, de ton origine, mais c'est leur erreur, pas ta fragilité. Ses compétences lui semblaient inutiles ici, cependant. Léa avait juré à sa mère qu'elle se ferait discrète, qu'elle se concentrerait sur ses études et qu'elle éviterait tout problème qui pourrait nuire à leur famille. Ses parents avaient trop lutté pour construire leur nouvelle vie à Paris pour qu'elle la mette en danger avec des bagarres aussi justifiées soient-elles. La première sonnerie retentit et Léa se précipita vers son cours d'histoire approfondie, serrant ses classeurs contre sa poitrine comme des plaques de métal. Elle se glissa à sa place habituelle près du mur du fond, espérant disparaître dans les murs gris de l'amphithéâtre. C'est alors qu'elle sentit son regard se poser sur elle à nouveau. Mathieu Lemaire était assis 4 rangs devant, son dos large, remplissant son blouson de l'équipe de rugby, avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. Ses cheveux châtains foncés étaient volontairement en bataille, et ses yeux verts portaient une froideur calculatrice qui lui retournait les tripes. En tant que pilier vedette de l'équipe de rugby de Saint-Exupéry et fils d'un banquier parisien renommé, Mathieu commandait le respect et la crainte à parts égales auprès de la plupart des élèves. À côté de lui se trouvaient ses alliés constants. Kevin Garnier, un brun maigrichon dont le rire nerveux accompagnait fréquemment les paroles méchantes de Mathieu, et Théo Berger, dont la carrure massive et le regard persistant le faisaient paraître plus âgé que ses camarades de classe. Ensemble, ils formaient un ordre social informel qui semblait régir la vie publique du lycée Saint-Exupéry. Léa essaya de se concentrer sur le cours de M. Dubois, sur les lois de la Troisième République, mais elle pouvait sentir leur regard fixé sur elle. Cela avait commencé doucement, des remarques étouffées sur ses vêtements, son accent, la façon dont elle s'asseyait seule dans le square à midi. Mais au cours des dernières semaines, leur attention était devenue plus précise, plus blessante. « Hé, la campagnarde !» La voix de Mathieu coupa sa concentration alors que les élèves commençaient à rassembler leurs affaires. L'insulte qu'il lui adressait la piquait à chaque fois, réduisant la riche histoire de sa famille à une étiquette stupide. « Sympa ton anorak. Tu l'as acheté à la braderie du Secours populaire, rue Mouffetard ?» Des ricanements se répandirent dans l'amphithéâtre, tandis que d'autres élèves faisaient semblant de ne pas entendre tout en appréciant discrètement le spectacle. Léa garda les yeux baissés, rangeant prudemment ses livres dans son sac à dos avec des doigts qui menaçaient de trembler. « Je te parle !» dit Mathieu plus fort maintenant. « C'est impoli d'ignorer les gens, on ne t'a pas appris les bonnes manières, là d'où tu viens. »
Monsieur Dubois était déjà parti à la salle des professeurs, et les élèves restants sortirent rapidement, ne voulant pas s'impliquer. Léa se leva pour partir, mais Kevin lui bloqua le chemin tandis que Théo se plaçait de l'autre côté. « Réponds-lui » dit Kevin avec ce rire nerveux. « Il est juste sympa. » Léa leva les yeux vers Mathieu, croisant son regard froid seulement un instant. « Excusez-moi » dit-elle doucement, essayant de les contourner. « Excusez-moi » imita Mathieu avec un accent moqueur. « Quelqu'un a entendu ça ?» Tellement BCBG. Je parie que tu dis merci quand les gens t'insultent, non? Laissez-moi tranquille, réussit à dire Léa, sa voix à peine un murmure. Ou quoi? Théo se rapprocha, et Léa pouvait sentir l'après-rasage bon marché qu'il utilisait pour masquer l'odeur de cigarette. Tu vas pleurer dans les jupes de ta mère? Oh, attends, elle est probablement trop occupée à faire le ménage pour s'en soucier. La remarque sur sa mère envoya une bouffée de colère dans la poitrine de Léa, mais elle la réprima. Sa mère était une institutrice diplômée qui avait renoncé à une vie tranquille pour recommencer dans une nouvelle région. Elle méritait mieux que de voir son sacrifice ridiculisé par ces gamins gâtés qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. « Ma mère est institutrice », dit Léa, regrettant instantanément le ton défensif de sa voix. « Bien sûr, » rit Mathieu. « Et mon père est le président de la République. Allez les gars, laissons la campagnarde aller à son prochain cours. On ne voudrait pas qu'elle soit en retard pour le calcul mental. » Ils s'écartèrent avec des révérences théâtrales, et Léa se précipita devant eux, leur moquerie la suivant dans le couloir. Elle se réfugia dans les toilettes les plus proches et s'enferma dans une cabine, laissant finalement ses doigts trembler tandis que l'adrénaline montait dans son corps. C'était ça, sa vie maintenant. Chaque jour apportait de nouvelles humiliations, de nouvelles raisons de se sentir petite et détestée. Elle pensa aux leçons de sa grand-mère, à l'assurance qui l'avait envahie lorsqu'elle s'était défendue avec succès contre des adversaires plus grands et plus forts dans l'espace contrôlé de sa ferme. Mais utiliser ses compétences ici ne ferait que confirmer tous les stéréotypes qu'ils avaient déjà sur elle. La tendance se poursuivit au cours des semaines suivantes. À la cantine, Mathieu passait devant sa table et renversait accidentellement ses plateaux par terre, la forçant à se faufiler autour de ses chaussures pour les ramasser, tandis que les autres élèves faisaient semblant de ne pas remarquer. Dans les couloirs, Kevin la percutait assez fort pour la faire trébucher, puis s'excusait avec une sincérité moqueuse, tandis que Théo ricanait derrière. Le pire n'était pas le harcèlement physique, c'était la façon dont les autres élèves la regardaient sans la voir quand cela arrivait. Les professeurs qui auraient pu intervenir détournaient le regard ou devenaient soudainement très absorbés par leur papier. Léa commença à réaliser que sa souffrance était simplement le prix à payer pour maintenir l'ordre social qui permettait à tous les autres de se sentir à l'aise. Mais il y avait une lueur d'espoir dans l'obscurité de ses journées au lycée Saint-Exupéry. Il s'appelait Étienne Leclerc et il était assis à côté d'elle en français avancé. Étienne était différent des autres élèves, plus calme, plus attentionné, avec un regard bienveillant derrière des lunettes sans monture et un sourire qui semblait sincère lorsqu'il le lui adressait. Il jouait du violoncelle dans l'orchestre du lycée et écrivait pour le journal des élèves, des intérêts qui le plaçaient en dehors des groupes sociaux dominants, mais lui valaient un certain respect de la part des professeurs et des élèves brillants. Étienne avait été la première personne à Saint-Exupéry à traiter Léa comme une personne réelle plutôt que comme une nuisance. Il lui avait proposé de partager ses notes lorsqu'elle avait manqué un cours à cause d'un rendez-vous chez le dentiste, et leur collaboration sur un projet étudiant l'imagerie dans l'attrape-cœur avait révélé une intelligence vive et un humour pince sans rire qui lui faisait anticiper leur conversation. « Tu sais, » dit Étienne un midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à la bibliothèque, « tu es probablement la personne la plus intelligente de ce cours, mais tu agis comme si tu avais peur de le montrer à qui que ce soit. » Léa regarda nerveusement autour d'elle, s'assurant qu'il n'était pas entendu. « Je n'aime pas attirer l'attention.
Il y a une différence entre ne pas aimer attirer l'attention et cacher ton talent, dit Étienne, reprenant involontairement les mots que sa grand-mère avait utilisés d'innombrables fois. Tu as des idées sur ces histoires que personne d'autre n'aurait envisagées. Tu ne devrais pas te dévaloriser, parce que les autres se sentent menacés par l'intelligence. La façon dont il le dit, avec une acceptation si naturelle de sa valeur, fit naître quelque chose de chaleureux dans la poitrine de Léa. Pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Exupéry, elle eut l'impression que quelqu'un la voyait telle qu'elle était vraiment, plutôt que comme un ensemble de stéréotypes et de préjugés. Leur amitié grandit au fil des repas partagés à la bibliothèque et des trajets en car après l'école. Étienne lui parla de ses ambitions d'étudier la littérature à la Sorbonne, et Léa se surprit à s'ouvrir sur sa passion pour la chimie et son rêve de devenir chercheuse scientifique. Il ne lui posa jamais de questions sur l'histoire de sa famille ou sur l'endroit où elle avait vécu auparavant, la traitant simplement comme Léa plutôt que comme une curiosité. Il était probablement inévitable que Mathieu finisse par remarquer leur amitié et trouve un moyen de l'utiliser comme une arme. L'agression eut lieu un jeudi de novembre, lorsque le feuillage à l'extérieur du lycée Saint-Exupéry avait pris de magnifiques teintes de rouge et d'orange. Léa se rendait de son casier au self pour rejoindre Étienne pour déjeuner, lorsqu'elle se retrouva encerclée dans la cage d'escalier entre le premier et le deuxième étage. Mathieu, Kevin et Théo s'étaient placés stratégiquement. Mathieu en haut de l'escalier, les deux autres bloquant son chemin vers le haut et vers le bas. « Tiens, tiens !» dit Mathieu, sa voix résonnant dans la cage d'escalier vide. « Regarde qui s'est fait des amis. J'ai entendu dire que la campagnarde passait beaucoup de temps avec le geek au violoncelle. Étienne est quelqu'un de bien, dit Léa, essayant de garder sa voix ferme. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, et elle regretta instantanément cette lueur de résistance. Les yeux de Mathieu se plissèrent, et sa méchanceté désinvolte se transforma en quelque chose de plus ciblé. « Quelqu'un de bien ?» répéta-t-il descendant une marche vers elle. « C'est comme ça que tu appelles ça quand il a pitié de la fille bizarre de la campagne ? Crois-moi, ma chérie, les garçons comme Étienne n'aiment pas vraiment les filles comme toi. Ils se sentent juste coupables de voir à quel point tu es pathétique. »« Ce n'est pas vrai, » dit Léa, mais le doute s'insinua dans sa voix malgré elle. « Oh, c'est tout à fait vrai, » ajouta Kevin. « Je l'ai entendu dire à des gars qu'il avait un cas social. C'est tellement touchant de voir comment il aide la pauvre immigrée à se sentir intégrée. » Léa savait qu'il mentait, pouvait voir la planification derrière leurs mots, mais le poison fit quand même son effet. Toutes ces vieilles peurs remontèrent à la surface. La peur d'être trop différente, trop silencieuse, trop étrangère pour mériter une véritable amitié. « Laissez-moi tranquille, » dit-elle, essayant de les dépasser. Théo lui attrapa le bras, pas assez fort pour laisser une marque, mais assez fermement pour l'empêcher de bouger. « On essaie juste de t'aider à comprendre la réalité, la campagnarde. Évite-toi une humiliation. » Léa sentit une pointe d'acier dans sa voix. Quelque chose dans son ton fit lâcher son bras à Théo, mais Mathieu l'avait également entendu. Ses yeux s'illuminèrent d'intérêt, comme un chasseur sentant une proie blessée essayer de faire preuve de force. « Oh, elle a de la ressource, » dit-il avec un sourire qui ne contenait aucune chaleur. « Peut-être qu'on a été trop gentil avec toi, la campagnarde. Peut-être que tu as besoin d'une leçon pour connaître ta place. » Il tendit la main et lui fit tomber ses lunettes du visage. Elles dégringolèrent les marches de béton, un verre se brisant contre le coin d'une marche. Le monde de Léa devint instantanément flou, la faisant se sentir encore plus vulnérable et exposée. « Oups !» dit Mathieu avec une sympathie moqueuse. « Quel maladroit !» Léa s'agenouilla pour ramasser ses lunettes, ses doigts tremblants, tandis qu'elle tâtonnait pour trouver les montures. Lorsqu'elle se releva, portant les lunettes cassées qui reposaient maintenant de travers sur son visage, elle vit Étienne debout en haut de l'escalier. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
La voix d'Étienne portait une autorité qui surprit tout le monde, y compris Léa. « On discute juste avec notre ami la campagnarde, » dit Mathieu avec douceur. « Rien qui ne te concerne, le garçon au violoncelle. » Étienne regarda les lunettes cassées de Léa et sa détresse évidente, et sa mâchoire se serra. « Léa, ça va ?» La véritable inquiétude dans sa voix, la façon dont il utilisa son prénom au lieu de l'insulte méprisante, lui donna envie de pleurer. Mais cela lui fit également ressentir autre chose, une protection farouche pour cette personne gentille qui était prête à la défendre, alors que personne d'autre ne le ferait. « Elle va bien », dit Kevin, se dirigeant vers Étienne avec une menace évidente. « Mais tu devrais te mêler de tes affaires avant de te blesser. »« Non », dit Léa rapidement, se plaçant entre eux. La dernière chose qu'elle voulait était qu'Étienne se blesse à cause d'elle. « Pars, Étienne, s'il te plaît !» Étienne avait l'air de vouloir discuter, mais quelque chose dans son expression l'arrêta. « On se voit en cours », dit-il finalement, soutenant son regard un instant avant de s'éloigner à contre-cœur. « Malin !» dit Mathieu une fois qu'Étienne fut parti. « Plus malin que sa copine, en tout cas. » Ils la laissèrent de seule dans la cage d'escalier, alors leur moquerie résonnant sur les murs de béton. Léa s'assit sur les marches, tenant ses lunettes cassées et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le pire n'était pas les dommages causés à ses lunettes, ni même l'humiliation. C'était la façon dont ils avaient utilisé Étienne contre elle, lui avaient fait sentir que son amitié avec lui était quelque chose de honteux. Ce soir-là, Léa était assise dans sa chambre, fixant son téléphone, les coordonnées d'Étienne à l'écran. Elle voulait l'appeler, lui expliquer, s'excuser de lui avoir dit de partir. Mais les mots de Mathieu résonnaient dans son esprit, empoisonnant chaque souvenir de leur amitié, de doute et de honte. Les jours suivants se passèrent dans un flou d'évitement. Léa empruntait des chemins différents dans l'école, déjeunait dans des endroits vides au lieu de la bibliothèque et trouvait des excuses pour sauter les cours qu'elle partageait avec Étienne. Il essaya de l'approcher à plusieurs reprises, mais elle trouva toujours des raisons de s'éloigner rapidement, incapable de soutenir son expression confuse et blessée. Le harcèlement augmenta. Sans la présence d'Étienne comme moyen de dissuasion, Mathieu et ses amis devinrent plus audacieux. Ils commencèrent à la suivre entre les cours, faisant des remarques bruyantes sur son apparence et son accent que les autres élèves faisaient semblant de ne pas entendre. En cours de chimie, ils demandaient à être ses partenaires de laboratoire, puis sabotaient ses expériences, la forçant à rester après l'école pour refaire le travail. Le point de rupture survint un vendredi midi dans le couloir central de l'école pendant le chaos de la sortie lorsque des centaines d'élèves se précipitaient vers leur casier et essayaient de s'échapper pour le week-end. Léa se dirigeait vers la sortie, ses nouvelles lunettes, achetées rapidement dans un magasin discount, glissant sur son nez, lorsqu'elle vit Étienne devant elle à son casier. Pendant un instant, elle envisagea de changer de direction, mais quelque chose dans sa posture la fit hésiter. Ses épaules étaient affaissées par l'épuisement, et il y avait une solitude dans la façon dont il rangeait prudemment ses livres qui lui tira les tripes. Elle réalisa qu'en essayant de le protéger de l'attention de Mathieu, elle l'avait blessé d'une manière différente. Elle était tellement concentrée sur Étienne qu'elle ne remarqua pas l'approche de Mathieu par derrière jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Et la campagnarde !» Sa voix coupa le bruit du couloir comme un couteau. « Je vois que tu continues à traîner avec le garçon au violoncelle. On ne t'a pas dit de rester loin de lui ?» Léa se tourna pour lui faire face et son cœur se serra. Mathieu n'était pas seul, Kevin et Théo le flanquaient, mais ils avaient également amené des renforts. 2 autres joueurs de rugby dont elle ne connaissait pas les noms se tenaient derrière eux, leur carrure bloquant son chemin vers la sortie. « Je ne traîne avec personne », dit Léa, essayant de garder sa voix ferme. « J'essaie juste de partir. »« Tu vois, c'est le problème avec les gens comme toi », dit Mathieu, sa voix portant clairement dans le couloir. D'autres élèves commençaient à remarquer l'affrontement, formant un cercle lâche autour d'eux comme des vautours se rassemblant autour d'un cadavre. Vous ne savez jamais quand vous n'êtes pas désiré. La connotation raciste était évidente, et Léa sentit la chaleur lui monter aux joues. Autour d'eux,
Les élèves sortirent leur téléphone, sentant que quelque chose de dramatique allait se produire. « Tu dois apprendre ta place », ajouta Kevin, encouragé par le public, « et ta place n'est nulle part près des gens normaux. » Léa chercha désespérément un adulte, un professeur, quelqu'un qui pourrait intervenir. Mais le couloir était rempli d'élèves regardant avidement le spectacle, leur téléphone enregistrant chaque instant pour la gloire des réseaux sociaux. Les quelques adultes visibles au loin étaient occupés à leur propre conversation, inconscients de l'affrontement qui se déroulait à quelques mètres de là. « Qu'est-ce qui se passe ?» Kevin se rapprocha, sa carrure menaçante dans l'espace restreint. « Tu as perdu ta langue, ou tu ne parles français que quand tu essaies d'impressionner ton petit ami. » La mention d'Étienne fit serrer les doigts de Léa en poing le long de son corps. Elle pouvait sentir les leçons de sa grand-mère se réveiller dans ses muscles, 7 années de contrôle et de compétence, suppliant d'être libérée. Mais elle entendit aussi la voix de sa mère, la suppliant d'éviter les problèmes, de penser au nom de leur famille. « Laissez-moi tranquille, dit-elle, sa voix plus faible qu'elle ne le voulait. « Ou quoi ?» Mathieu se plaça devant elle, si près qu'elle pouvait voir la froide planification dans ses yeux verts. « Tu vas courir pleurer dans les jupes de ta mère ? Oh, attends, elle est probablement trop occupée à nettoyer des bureaux pour s'en soucier. » Les plaisanteries méchantes des élèves qui regardaient ressemblaient à des coups physiques, mais Léa se força à rester calme. Elle essaya de le contourner, mais Kevin se déplaça pour lui bloquer le chemin, tandis que Théo se rapprochait de l'autre côté. « On n'a pas fini de te parler, » dit Mathieu, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. Le public nourrissait son ego, lui donnant envie de faire un spectacle. C'est alors que la voix d'Étienne coupa la foule. « Laissez-la tranquille, Mathieu !» Le cercle d'élèves s'ouvrit pour montrer Étienne debout à quelques mètres de là, son étui de violoncelle dans une main et son sac à dos sur l'épaule. Son visage était pâle mais déterminé, et le cœur de Léa se serra à la vue de lui se mettant en danger pour elle. « Tiens, tiens !» Mathieu se tourna vers Étienne avec un sourire de chasse. « Regarde qui a décidé de jouer au héros, c'est mignon !»« J'ai dit laissez-la tranquille !» répéta Étienne, sa voix plus forte maintenant malgré la peur évidente dans ses yeux. « Et qu'est-ce que tu vas faire si je ne le fais pas ?» La question de Mathieu fut suivie de Kevin et de l'un des autres joueurs de rugby se déplaçant pour flanquer Étienne. « Nous jouer une chanson triste sur ton petit violoncelle ?» La foule rit à cela, leur méchanceté encouragée par la mentalité de meute qui s'était emparée d'elle. Léa regarda avec terreur Étienne se faire encercler, réalisant que sa pire crainte était en train de se réaliser. Il allait se blesser à cause d'elle. « Étienne, non !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le bruit de la foule. Mathieu tendit la main et fit tomber l'étui de violoncelle de la main d'Étienne. Il heurta le sol avec un craquement qui fit tressaillir plusieurs élèves, mais les rires continuèrent. Étienne s'agenouilla pour vérifier son instrument, et c'est alors que Mathieu passa à l'action. « Oups !» dit-il avec une sympathie moqueuse, puis donna un coup de pied dans l'étui à travers le couloir où il s'écrasa contre une rangée de casiers. J'espère que ce n'était pas cher. Étienne se releva lentement, son visage rouge de colère et d'humiliation. « Ce violoncelle était celui de mon grand-père, » dit-il doucement. « Était étant le mot-clé, » rit Kevin, se rapprochant d'Étienne avec une menace évidente. Léa sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Une corde qui avait été trop tendue, trop longtemps atteignant enfin son point de rupture. 7 années de leçons, 7 années d'apprentissage pour se protéger elle-même et les autres, 7 années où on lui avait dit qu'elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air, tout cela se cristallisa en un moment de parfaite clarté. Mais c'est ce qui se passa ensuite qui brisa vraiment son contrôle. Mathieu se retourna vers Léa avec un sourire méprisant, son attention divisée entre 2 cibles, le rendant imprudent et trop sûr de lui. « Tu sais quoi, la campagnarde ? Je pense qu'il est temps que tu apprennes ce qui arrive quand la racaille de la campagne ne connaît pas sa place. » Il tendit la main et attrapa le devant de sa veste, la douce laine que sa grand-mère lui avait tricotée comme cadeau d'adieu lorsqu'elle avait déménagé à Paris. D'un coup sec, il déchira la veste,
les boutons s'éparpillant sur le sol du couloir tandis que le tissu se déchirait sur le devant. La foule haleta, les téléphones capturant chaque instant tandis que Léa se tenait là dans sa veste déchirée, exposée et humiliée devant la moitié de l'école. Mais au lieu de la honte et de la perte que Mathieu s'attendait à voir, quelque chose d'entièrement différent emplit les yeux sombres de Léa, une rage pure et contrôlée. « Grosse erreur », dit-elle doucement, sa voix portant un calme mortel qui fit reculer instinctivement plusieurs élèves. Mathieu riait encore, surfant toujours sur l'adrénaline de l'humiliation publique lorsque Léa bougea. 7 années de leçons de judo lui avaient appris que la première frappe était souvent la seule qui comptait, et elle mit chaque once de frustration, de colère et de puissance contrôlée dans le coup de pied qui atteignit Mathieu à la poitrine. Le pilier se plia en deux, tout l'air chassé de ses poumons en un seul halètement rauque, mais Léa n'en avait pas fini. Alors qu'il titubait vers l'arrière, elle attrapa son blouson de rugby et utilisa son propre mouvement contre lui, pivotant sur son talon et l'envoyant voler par-dessus la table de Madame Durand qui se trouvait devant le bureau du proviseur adjoint. Mathieu s'écrasa sur la chaise derrière la table, puis tomba au sol dans un fouillis de membres et de papiers éparpillés. Le couloir se tut complètement, à l'exception du bruit de sa respiration laborieuse, tandis qu'il luttait pour réaliser ce qui venait de se passer. Kevin fut le premier à réagir, se jetant sur Léa avec un coup sauvage qu'elle esquiva facilement. La voix de sa grand-mère résonna dans son esprit alors qu'elle attrapait son poignet, le tordait et utilisait son propre poids pour l'envoyer trébucher dans les casiers avec un fracas métallique qui résonna dans le couloir stupéfait. Théo et les autres joueurs de rugby hésitèrent, leur assurance ébranlée par la vue de leur chef se tordant sur le sol. Dans ce moment d'incertitude, Léa se tenait au milieu du cercle, sa veste déchirée pendante, mais sa posture rayonnant une assurance qu'aucun d'eux n'avait jamais vue auparavant. « Quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux parcourant les visages des amis de Mathieu. Théo s'avança, son avantage de taille évident, mais il y avait de l'incertitude dans ses mouvements maintenant. Il lança un coup de poing maladroit que Léa dévia avec son avant-bras, puis enfonça son coude dans ses côtes avec une précision chirurgicale. Alors qu'il se pliait en deux, elle attrapa l'arrière de sa tête et leva son genou, s'arrêtant juste avant son visage. « Je pourrais te casser le nez tout de suite, » dit-elle, sa voix calme et contrôlée. « Mais je ne suis pas comme vous. Je ne blesse pas les gens qui sont déjà battus. » Elle le relâcha et recula, le regardant s'éloigner d'elle avec un respect et une crainte nouveaux dans ses yeux. Les autres joueurs de rugby s'étaient déjà fondus dans la foule, ne voulant pas se mesurer à quelqu'un qui venait de démanteler l'ordre social de leur groupe avec une précision chirurgicale. Étienne avait attrapé son étui de violoncelle et vérifiait les dommages causés à l'instrument de son grand-père, mais ses yeux étaient fixés sur Léa avec quelque chose comme de la crainte. Autour d'eux, la foule d'élèves regardait dans un silence stupéfait, leur téléphone enregistrant toujours, mais leurs plaisanteries méchantes remplacées par des chuchotements choqués. Mathieu réussit finalement à se remettre sur pied, s'appuyant sur la table pour se soutenir. Ses cheveux impeccables étaient en désordre, son blouson de rugby déchiré et son visage rouge de honte et de rage. Mais lorsqu'il regarda Léa, quelque chose dans ses yeux lui fit faire un pas involontaire vers l'arrière. « Tu vas payer pour ça, dit-il, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. « Non, dit Léa simplement, je ne vais pas payer. Et si toi ou tes amis touchez Étienne à nouveau, si vous vous approchez de moi à nouveau, si vous nous regardez de travers, je finirai ce que j'ai commencé ici. On est d'accord ?» La menace fut prononcée avec une telle certitude calme que même les élèves qui regardaient ressentirent un frisson. Ce n'était pas la fille effrayée et silencieuse qu'ils avaient vue se faire tourmenter pendant des mois. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un qui commandait le respect par la force plutôt que de l'exiger par la peur. Mathieu regarda autour de lui ses amis, cherchant du soutien, mais ne trouva que de l'incertitude et de la peur,
Kevin était toujours appuyé contre les casiers, tenant son poignet et évitant le contact visuel. Théo s'était complètement éloigné, sa bravade d'avant remplacée par une véritable prudence. « Ce n'est pas fini », dit Mathieu finalement, mais les mots sonnèrent creux, même à ses oreilles. « Si, c'est fini », répondit Léa avec une certitude totale. « C'est fini depuis le moment où tu as décidé que j'étais faible parce que j'ai choisi de ne pas me défendre. C'était ton erreur, pas ma fragilité. » Le proviseur Thompson arriva alors, se frayant un chemin à travers la foule d'élèves avec l'expression stressée de quelqu'un qui avait été convoqué par des appels téléphoniques urgents de plusieurs professeurs. Il contempla la scène, la table renversée, les papiers éparpillés, l'apparence désordonnée de Mathieu et Léa, debout au milieu de tout cela avec sa veste déchirée et son attitude calme. « Mon bureau, dit-il simplement, vous tous, maintenant. » Alors qu'il se dirigeait vers le bureau du proviseur, Léa sentit Étienne se mettre au pas à côté d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda, cette personne gentille qui avait été prête à se mettre en danger pour la défendre, et sentit quelque chose de chaud et de certain se déposer dans sa poitrine. « Ça va maintenant ?» dit-elle. La réunion administrative qui suivit fut étonnamment brève. De nombreux élèves avaient enregistré tout l'affrontement, et les vidéos montraient clairement Mathieu et ses amis comme les agresseurs. Les actions de Léa furent jugées comme de la légitime défense, bien qu'elle reçût un avertissement formel concernant les bagarres sur le terrain de l'école. Mathieu, Kevin et Théo furent suspendus pendant 3 jours et exclus de l'équipe de rugby en attendant un examen disciplinaire. Plus important encore, ils furent tenus d'assister à des séances de formation sociale et d'écrire des excuses formelles à Léa et à Étienne. Mais le véritable changement se produisit dans les couloirs et les amphithéâtres du lycée Saint-Exupéry au cours des semaines suivantes. Les élèves qui avaient ignoré Léa pendant des mois hochèrent maintenant la tête avec respect lorsqu'elle passait. Les professeurs qui avaient ignoré le harcèlement semblèrent soudainement beaucoup plus conscients de la dynamique de leur salle de classe. La tentative de Mathieu de reconstruire sa réputation échoua lamentablement. Son image soigneusement construite de garçon d'or intouchable avait été brisée au vu et au su de ses pairs, et ses amis n'étaient plus désireux de suivre quelqu'un qui avait été si complètement humilié par la fille qu'ils avaient tous méprisé. Plus étonnamment, Mathieu lui-même sembla changé par l'expérience. L'arrogance méprisante qui avait marqué sa personnalité fut remplacée par une incertitude contenue. Il ne tenait plus court à la cantine et ne commandait plus le respect automatique des autres élèves. 2 semaines après l'affrontement, il approcha Léa à son casier pendant la cohue du matin. Elle se tendit, prête pour une autre bagarre, mais sa posture était différente. Épaules affaissées, mains dans les poches, yeux fixés sur le sol. « Je voulais m'excuser, » dit-il doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du couloir. Léa étudia son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de moquerie, mais ne trouva que de véritables remords et de l'embarras. « J'avais tort, » continua-t-il. « Surtout, la façon dont on t'a traité, les choses qu'on a dites, c'était mal, et je suis désolé. Ce n'était pas éloquent et cela ne pouvait pas annuler des mois de tourments. Mais il y avait quelque chose de réel dans sa livraison maladroite qui suggérait une véritable réflexion plutôt qu'une réponse apprise. « Excuse acceptée, » dit Léa simplement. « Mais cela ne veut pas dire que nous sommes amis, Mathieu. Cela veut juste dire que nous n'avons pas à être ennemis. » Il hocha la tête, comprenant la limite qu'elle traçait. « Je sais, j'avais besoin que tu saches que je sais que j'avais tort, alors que... »